Les images étaient impossibles. Sur l'écran de contrôle, je voyais ma propre silhouette descendre les escaliers de la cave à 3h17 du matin, sauf que j'étais dans mon lit, profondément endormi, et que la porte de la cave était verrouillée de l'intérieur depuis des mois. La première fois, j'ai cru à un dysfonctionnement du système. Mais quand j'ai vu cette chose qui portait mon visage se retourner vers la caméra et sourire, j'ai compris que quelque chose de monstrueux habitait dans les profondeurs de ma demeure. L'installation du système de surveillance dans ma cave avait été une décision purement pratique, après une série d'événements troublants qui avaient secoué notre quartier du 16e arrondissement. D'abord les cambriolages, bien sûr. 3 maisons visitées en l'espace de 15 jours, toutes situées dans un rayon de 200 mètres autour de notre demeure familiale. Mais ce n'étaient pas des cambriolages ordinaires. Les voleurs ne prenaient rien de valeur. Ils déplaçaient simplement les meubles, retournaient les cadres photos, laissaient des marques étranges sur les murs. Madame Dubois, notre voisine septuagénaire, avait retrouvé toutes ses poupées de porcelaine alignées dans son salon, regardant vers la fenêtre. Monsieur Leclerc avait découvert que quelqu'un avait réarrangé sa bibliothèque selon un ordre mystérieux, mettant en évidence des ouvrages qu'il n'avait jamais remarqués. Ma femme Élise insistait pour que nous nous protégions. « Henri », disait-elle en serrant sa tasse de café matinale entre ses mains tremblantes, « il se passe quelque chose de bizarre dans ce quartier. Ces gens, ils ne cherchent pas à voler, ils cherchent à marquer leur territoire. » J'avais d'abord écarté ces inquiétudes d'un haussement d'épaule. Élise avait toujours eu tendance à dramatiser les situations. Mais quand nous avons trouvé notre propre porte d'entrée entr'ouverte un matin, sans qu'aucun objet n'ait disparu, mais avec cette étrange odeur de terre humide qui flottait dans l'air, j'ai commencé à prendre ces craintes au sérieux. La cave semblait l'endroit logique pour installer le système de sécurité. Cette partie de la maison datait du XVIIIe siècle, avec ses voûtes de pierre caractéristiques et ses murs épais qui avaient traversé les siècles. 3 niveaux de cave s'étendaient sous notre demeure, reliés par un escalier en colimaçon, dont les marches usées témoignaient du passage de générations d'habitants. L'entrepreneur que nous avions contacté, M. Moreau, était un homme dans la cinquantaine, avec des mains rugueuses et un regard perçant. Il avait accepté le travail avec une réticence qu'il tentait de masquer. « Ces vieilles caves », avait-il murmuré en descendant pour la première fois dans nos souterrains. « Elles ont leur propre personnalité, vous savez. » Ces ouvriers avaient mis 3 jours pour installer le système complet. Caméras infrarouges dans chaque recoin, détecteurs de mouvement, moniteur dans mon bureau au premier étage. Un dispositif moderne et sophistiqué dans un environnement qui respirait l'histoire. Mais dès le premier jour, les hommes de Moreau semblaient mal à l'aise. « Monsieur Delacroix », m'avait dit Moreau le dernier jour, en rangeant ses outils dans la cuisine, « cette cave, elle a une acoustique particulière. Mes hommes ont entendu des échos bizarres, des murmures qui semblaient venir de nulle part. » Il avait hésité, frottant ses mains l'une contre l'autre. Et puis, il y a cette sensation d'être observé, même quand on est seul. J'avais payé la facture sans commentaire, mais ces mots m'avaient laissé un goût amer dans la bouche. Les vieilles maisons parisiennes
regorge de légendes et de superstitions. Me rassurais-je. Les artisans sont souvent impressionnables, surtout quand ils travaillent dans des environnements anciens et confinés. Le système était opérationnel depuis 2 semaines, quand j'ai découvert le premier enregistrement troublant. C'était un mardi soir de novembre, l'un de ces soirs où la brume parisienne transforme les réverbères en halos fantomatiques. Élise était partie chez sa sœur pour la soirée, et j'avais décidé de profiter de cette solitude pour rattraper mon retard administratif. En consultant les enregistrements de routine, j'ai d'abord pensé à une erreur technique. Sur l'écran, l'horodatage indiquait 3h17. Une silhouette descendait lentement l'escalier de pierre. Ma silhouette, mes vêtements, le pyjama bleu que je portais cette nuit-là, ma démarche caractéristique, cette façon que j'ai de pencher légèrement la tête à droite quand je réfléchis. Pourtant, quelque chose clochait dans ces mouvements. Une fluidité trop parfaite, une grâce que je ne me connaissais pas. Cette entité glissait plutôt qu'elle ne marchait, ses pieds effleurant à peine les marches millénaires. La caméra suivait sa progression avec une précision mécanique, captant chaque détail de cette descente impossible. Au 2e niveau, elle s'était arrêtée devant l'alcôve que j'utilisais pour stocker mes bouteilles de vin. Cette partie de la cave, plus étroite que les autres, avait toujours eu quelque chose d'oppressant. Les murs suintaient d'humidité, et une odeur de terre et de moisissure y stagnait en permanence. Mes bouteilles de Bordeaux y vieillissaient dans des casiers en bois que j'avais installés l'année précédente. L'entité leva ses mains vers les bouteilles avec une précision mécanique, comme si elle connaissait parfaitement l'agencement de ma collection. Mais au lieu de les saisir, ses doigts traversaient le verre comme s'il était fait d'eau. Elle toucha successivement une bouteille de Pauillac 1998, puis un Margaux 2005, et enfin un Saint-Émilion qui m'avait coûté une petite fortune. À chaque contact, le liquide à l'intérieur des bouteilles se troublait et tourbillonnait, créant des spirales hypnotiques d'un rouge sombre. L'entité resta immobile pendant 12 minutes, exactement. Je chronométrai plus tard, fixant le mur de pierre avec une intensité qui me glaça le sang. Ses yeux, mes yeux, semblaient percer la matière pour contempler quelque chose que les caméras ne pouvaient saisir. Puis elle se tourna vers l'objectif avec une lenteur calculée. Son sourire, mon sourire, était d'une froideur glaciale qui n'avait rien d'humain. C'était l'expression d'un prédateur qui a repéré sa proie, le rictus satisfait de celui qui sait des choses qu'il vaut mieux ignorer. Ses yeux brillaient d'une lueur qui ne devait rien à l'éclairage infrarouge des caméras. Elle porta sa main à ses lèvres et souffla un baiser vers l'objectif. À ce moment précis, l'image trembla comme si la caméra elle-même avait ressenti un frisson. Les pixels se déformèrent pendant une fraction de seconde, créant des arabesques colorées avant que l'image ne redevienne normale. Je visionnai l'enregistrement une dizaine de fois cette nuit-là, scrutant chaque détail, cherchant une explication rationnelle. Chaque visionnage révélait de nouveaux détails horrifiants. Les ombres autour de cette chose ondulaient indépendamment de ses mouvements, créant des formes suggérant des visages, des mains, des silhouettes indistinctes qui semblaient vouloir s'extraire des murs eux-mêmes. Quand elle passait devant les bouteilles de vin,
Le liquide continuait de tourbillonner longtemps après son passage. Et ce sourire qui grandissait à mesure qu'elle fixait la caméra, comme si elle savait que je la regarderais, comme si tout cela avait été orchestré pour moi, et moi seul. L'analyse technique ne révéla aucune anomalie, les fichiers n'étant pas corrompus. Les timestamps correspondaient parfaitement aux autres enregistrements de la nuit. Selon toute logique informatique, j'étais bien descendu dans ma cave à 3h17 du matin, alors que je dormais profondément à l'étage. La nuit suivante, je m'installais devant les moniteurs dès minuit. J'avais préparé du café fort et sorti mon carnet de notes, déterminé à résoudre cette énigme. Élise dormait paisiblement dans notre chambre, bercée par le Lexomil que je lui donnais parfois, quand son anxiété la tenait éveillée. J'avais vérifié 3 fois le verrouillage de la porte menant à la cave. La clé pendait à mon cou, suspendue à une chaîne en argent. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur exaspérante. 1 hour, 2 hours, 3 hours. À 3h16, je sentis mes paupières s'alourdir malgré la caféine. La monotonie de cette veille nocturne, le ronronnement des ordinateurs, l'obscurité de la maison endormie, tout concourait à émousser ma vigilance. 3h17 précise. Elle était là, sur l'écran. Cette fois, elle remontait l'escalier avec cette même démarche fluide et surnaturelle. Elle ne montait pas les marches. Elle flottait au-dessus, portée par une force invisible qui défie toute loi physique. Sa main glissait le long de la rampe de pierre, sans la toucher vraiment, créant une caresse fantomatique dans l'espace. Arrivée au niveau de la porte verrouillée, elle posa sa paume contre le bois massif. Je l'entendis distinctement pousser, bien que le son soit impossible à travers les haut-parleurs de mauvaise qualité. Un son sourd, régulier, comme un cœur qui bat, ou comme quelqu'un qui frappe doucement pour demander à entrer. La poignée tourna lentement, dans un silence absolu que les caméras parvenaient à rendre palpable. La porte s'ouvrit sans bruit, révélant l'obscurité du couloir menant au rez-de-chaussée. Mon double pénétra dans la maison silencieuse, disparaissant du champ de vision de la dernière caméra souterraine. Je me précipitai hors de mon bureau, mon cœur battant la chamade. L'escalier principal craqua sous mes pas précipités, ces maudites marches qui trahissaient toujours les tentatives de discrétion nocturne. Le couloir menant à la cave était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par la faible lueur des réverbères filtrant à travers les rideaux du salon. La porte était fermée, verrouillée. La clé pendait toujours à mon cou, froide contre ma peau moite de transpiration. Je posai ma main contre le bois, espérant sentir une vibration, une chaleur, n'importe quoi, qui confirmerait le passage de cette entité. Rien. Le bois était froid et inerte, exactement comme je l'avais laissé. De retour devant les écrans, je rembobinai l'enregistrement avec des gestes fébriles. L'entité était toujours là, dans ma maison, quelque part. Sur les moniteurs du rez-de-chaussée, rien d'anormal. Cuisine, salon, entrée. Tout semblait figé dans le silence nocturne. Mais dans le reflet du grand miroir baroque du salon, je distinguais une ombre qui ne devrait pas s'y trouver. Cette ombre bougeait, avec un décalage de quelques secondes par rapport au mouvement que je faisais devant les écrans. Quand je levais la main droite, elle levait la gauche. Quand je me penchais en avant, elle s'éloignait
comme si elle était mon reflet inversé, mon négatif photographique projeté dans l'espace réel de ma demeure. Les jours suivants se transformèrent en un cauchemar éveillé dont je ne parvenais pas à m'extraire. Chaque nuit, à 3h17 exactement, les enregistrements captaient ces apparitions. Parfois, elle descendait les escaliers avec cette fluidité de somnambule. Parfois, elle les remontait, emportant quelque chose dans ses bras, des objets que je ne parvenais pas à identifier, des formes sombres qui se déformaient sous l'objectif des caméras. Parfois, elle restait immobile dans un coin de la cave la plus profonde, celle que nous n'utilisions jamais à cause de l'humidité excessive et de cette odeur de terre fraîchement remuée qui y régnait en permanence. Elle fixait un point précis du mur oriental, là où les pierres étaient les plus anciennes, là où l'on devinait encore les traces des outils de nos ancêtres maçons. Mais toujours, invariablement, elle finissait par se tourner vers la caméra pour ce sourire glacé qui me hantait jour et nuit. Un sourire qui en disait trop, qui révélait une connaissance intime de mes peurs les plus profondes, de mes secrets les mieux gardés. Un sourire qui semblait dire « Je sais qui tu es vraiment, Henri Delacroix ». L'insomnie commençait à faire des ravages sur ma santé mentale et physique. Mes mains tremblaient en permanence. J'avais perdu l'appétit et mes collègues au bureau remarquaient mes cernes creusées et mon teint livide. Élise s'inquiétait de plus en plus ouvertement. « Henri, tu me fais peur », me dit-elle un matin en me trouvant endormi sur ma chaise devant les moniteurs éteints. « Que se passe-t-il ? Tu ne me parles plus, tu ne manges plus, tu passes tes nuits devant ces écrans. » Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Comment expliquer à sa femme qu'une version fantomatique de soi-même hante sa propre cave? Comment décrire cette terreur sourde qui me rongeait de l'intérieur, cette certitude grandissante que quelque chose d'innommable avait élu domicile dans notre foyer? C'est le stress du travail, mentis-je péniblement. Le nouveau projet me préoccupe beaucoup. Élise me regarda longuement, ses yeux verts plissés par l'inquiétude. Elle ne me croyait pas, mais elle n'insista pas. Notre mariage avait toujours fonctionné sur cette base, le respect mutuel de nos zones d'ombre. Pour tenter de comprendre ce qui m'arrivait, j'engageai un historien spécialisé dans l'architecture parisienne ancienne. Maître Fontaine était un homme âgé, aux cheveux blancs, soigneusement peignés, et aux lunettes de presbyte qui lui donnaient un air de hibou érudit. Son bureau, situé près de la Bibliothèque nationale, croulait sous les manuscrits, les cartes anciennes et les daguerréotypes jaunis. « Votre maison m'intéresse beaucoup, Monsieur Delacroix », me dit-il en étalant plusieurs documents sur sa table de travail. J'ai pu retrouver des archives qui remontent au début du XVIIIe siècle. Votre demeure a une histoire particulière. Les documents qu'il avait exhumés racontaient une histoire que j'aurais préféré ignorer. Notre maison avait été construite sur l'emplacement d'un ancien couvent de Clarisse, détruit pendant les troubles religieux du XVIe siècle. Les caves actuelles correspondaient exactement aux cryptes où les religieuses enterraient leurs morts selon un rituel spécifique censé préserver leur âme des démons qui rôdaient dans les souterrains de la capitale. Voyez cette carte de 1734, me dit Maître Fontaine, en me montrant un parchemin craquelé.
Les caves de votre maison sont indiquées comme étant des lieux de passage. C'est une terminologie très particulière qui suggère que ces espaces étaient considérés comme des zones de transition entre le monde des vivants et celui des morts. Pendant la Révolution, les cryptes avaient servi de cachette pour les prêtres réfractaires qui refusaient de prêter serment à la constitution civile du clergé. Plusieurs avaient été emmurés vivants quand les sans-culottes avaient découvert leur refuge. Leur corps n'avait jamais été retrouvé. Mais ce n'est pas tout, continua l'historien en sortant un autre document de ses archives. Il y a eu un incident très particulier en 1847. Le propriétaire de l'époque, un certain Auguste Delacroix. Mon sang se figea. Delacroix? Vous ne le saviez pas. C'est votre arrière-arrière-grand-père. Maître Fontaine me regarda par-dessus ses lunettes. Il avait signalé à la police l'apparition de doubles de lui-même dans sa propre demeure. Ses domestiques l'avaient retrouvé plusieurs fois en train de parler avec quelqu'un dans le salon, alors qu'il était censé être couché. Quand ils entraient, il n'y avait personne d'autre que lui. L'histoire d'Auguste était terrifiante de similitude avec ce que je vivais. Il avait d'abord pensé souffrir de somnambulisme, puis de dédoublement de personnalité. Mais les témoignages de ses proches étaient formels. Il voyait parfois deux Augustes dans la même pièce, l'un parlant à l'autre comme à un vieil ami. Sa famille l'a fait interner, poursuivit Maître Fontaine d'une voix neutre. Il est mort à l'asile de Charenton en 1851, en hurlant qu'il n'était pas lui-même, que quelque chose avait pris sa place. Les médecins ont diagnostiqué une mélancolie délirante, doublée d'hallucinations paranoïaques. Cette révélation me glaça jusqu'aux os. Auguste Delacroix, la folie héréditaire que ma famille avait toujours dissimulée. Mes grands-parents n'avaient jamais voulu parler de cet ancêtre qui avait mal tourné, se contentant d'allusions vagues à une maladie de famille qu'il valait mieux oublier. « Y a-t-il eu d'autres cas ?» demandai-je d'une voix blanche. Maître Fontaine consulta ses notes. J'ai trouvé des traces d'un Charles Delacroix en 1823 et d'un François Delacroix en 1892. Toujours la même histoire. Apparition de doubles, comportements étranges, internements ou disparitions mystérieuses. En sortant du bureau de l'historien, je chancelais comme un homme ivre. L'hérédité maudite, la malédiction familiale, ces concepts que je croyais relégués au roman gothique prenaient soudain une réalité cauchemardesque. Mais non, les enregistrements étaient là, irréfutables. Ce n'était pas de la démence, quelque chose d'autre, de plus tangible et de plus terrifiant, hantait ma lignée depuis des générations. Cette nuit-là, je pris une décision qui me répugne encore aujourd'hui. Je décidai d'affronter l'entité. À 3h10, armé d'une lampe torche et d'un couteau de cuisine que j'avais aiguisé avec un soin maniaque, je descendis dans la cave. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. L'air était glacial, bien plus froid que d'habitude. Mon souffle formait des nuages de vapeur blanche qui se dispersaient lentement dans l'obscurité. La lampe torche projetait un cercle de lumière blafarde qui dansait au rythme de mes tremblements. Chaque pierre des murs semblait m'observer,
Chaque ombre dissimulait une menace potentielle. Les caméras captaient ma progression, enregistrant pour la postérité cette descente vers l'inconnu. Mais elles captaient aussi autre chose. Dans l'angle mort, entre deux objectifs, une forme bougeait, avec une fluidité qui n'avait rien d'humain. Je sentais sa présence comme une pression physique sur ma nuque, une caresse froide qui me suivait pas à pas. Au deuxième niveau, je m'arrêtais devant l'alcôve au vin. Le mur de pierre présentait des fissures que je n'avais jamais remarquées auparavant. L'une d'elles, plus large que les autres, s'élargissait à vue d'œil, comme une blessure qui se rouvre. Elle révélait un passage secret dont l'existence m'était inconnue. Un boyau sombre qui s'enfonçait dans les entrailles de la terre. Un courant d'air putride s'en échappait, chargeant l'atmosphère d'une puanteur de mort et de décomposition qui me retourna l'estomac. Cette odeur était celle des charniers, des fosses communes, des lieux où l'humanité va pourrir dans l'oubli. Elle portait en elle des siècles de souffrance et de désespoir. 3h17, elle apparut au fond du passage obscur. Mon double sortit de l'obscurité avec cette démarche fluide et surnaturelle qui m'était devenue familière. Dans la lumière vacillante de ma torche, ses traits étaient parfaitement identiques aux miens, mais déformés par une expression de satisfaction maléfique. Nous nous retrouvâmes face à face dans cette cave qui avait vu naître tant de cauchemars. Son sourire s'élargit, révélant des dents d'une blancheur éclatante, trop parfaite, trop nombreuse. Quand elle parla, sa voix était exactement la mienne, mais déformée par un écho venu d'outre-tombe. « Tu m'as enfin rejoint, Auguste », dit-elle avec une tendresse obscène. J'attendais ce moment depuis si longtemps, depuis 1847 pour être précis. « Je ne suis pas Auguste », répliquai-je d'une voix que je ne reconnus pas. « Je suis Henri Delacroix. Auguste était mon ancêtre. » Son rire résonna dans la cave, comme le grincement de la pierre contre la pierre, comme l'effondrement de cryptes millénaires. Les noms changent, mon cher Henri. La chair demeure. Tu portes le même sang, la même âme. Tu es Auguste, comme tu seras tous ceux qui viendront après toi. La lignée des Delacroix m'appartient, depuis le jour où le premier d'entre vous a posé le pied dans cette demeure. Elle leva sa main avec une lenteur hypnotique. Malgré ma volonté, mes propres doigts se dressèrent pour aller à sa rencontre. Nos paumes se rapprochèrent inexorablement, attirés par une force qui transcendait ma capacité de résistance. Au moment du contact, un froid atroce envahit mon corps, remontant le long de mon bras comme du mercure glacé. Je sentis ma personnalité, mes souvenirs, ma conscience se diluer comme de l'encre dans l'eau. L'entité aspirait mon essence, me vidait de moi-même avec une efficacité terrifiante. Mes pensées se fragmentaient, mes souvenirs s'entrelaçaient avec d'autres qui n'étaient pas les miens. Je voyais Auguste face à cette même créature, puis Charles, puis François, tous les Delacroix qui avaient précédé ma chute. Dans un effort surhumain qui mobilisa toutes mes forces restantes, je retirai ma main et m'enfuis vers l'escalier. Mes jambes tremblaient si fort que je faillis m'effondrer plusieurs fois. Derrière moi, son rire s'amplifiait, se transformant en un rugissement bestial qui faisait trembler les voûtes de pierre. Des fragments de mortier tombaient du plafond comme une pluie de grêle. Sur les moniteurs de sécurité,
Les caméras captaient ma fuite éperdue avec une précision clinique. Mais elles montraient aussi autre chose. Mon double, qui remontait calmement l'escalier, prenant possession des lieux avec une satisfaction évidente. Il n'y avait plus aucune ressemblance entre ma course paniquée et sa progression majestueuse. De retour dans mon bureau, je visionnais frénétiquement les enregistrements de cette nuit cauchemardesque. L'horreur était totale. Sur les écrans, je me voyais descendre dans ma propre cave, affronter l'entité, puis remonter. Mais le Henri qui remontait n'était pas celui qui était descendu. Ses mouvements avaient acquis cette fluidité surnaturelle que j'avais appris à redouter. J'étais encore là, dans mon bureau, tremblant devant les moniteurs. Mais l'autre Henri, celui des caméras, évoluait librement dans ma maison. Il entra dans ma chambre, où Élise dormait, sous l'effet du somnifère que je lui donnais chaque soir. La caméra de surveillance du couloir le montrait debout, au pied du lit, observant ma femme avec une intensité prédatrice qui me glaça le sang. Élise ouvrit les yeux, réveillée par cette présence inconnue. Elle sourit en voyant cette silhouette qu'elle croyait être son mari. « Henri » murmura-t-elle d'une voix ensommeillée. « Que fais-tu debout? Tu as l'air différent. » L'entité qui portait mon apparence s'approcha d'elle avec des mouvements d'une grâce féline. « Je vais très bien, ma chérie. Mieux que jamais, en fait. J'ai enfin trouvé ma véritable place. » Sa voix était parfaite, indiscernable de la mienne. Seul le sourire trahissait sa nature. Ce sourire glacé, mécanique, dépourvu de toute humanité. Élise ne remarqua rien. Elle l'embrassa tendrement, ce baiser que j'avais partagé avec elle des milliers de fois et qui était maintenant souillé par cette abomination. L'entité accepta cette caresse avec une satisfaction visible, comme si elle se nourrissait de cette intimité volée. Du moniteur de sécurité, je regardais ma propre vie m'être volée minute par minute. L'entité avait pris ma place avec une perfection terrifiante. Mes habitudes, ma voix, mes gestes les plus intimes, tout y était. Seuls les sourires et cette lueur inhumaine dans le regard témoignaient de la substitution qui venait de s'opérer. Les jours passèrent comme un rêve éveillé dont je ne parvenais pas à m'extraire. L'autre, Henri, vivait ma vie, dormait dans mon lit, travaillait à mon bureau, dînait avec mes amis. Personne ne soupçonnait rien. Même Élise paraissait plus heureuse qu'avant. Cette version de moi était plus attentionnée, plus présente, plus affectueuse. Paradoxalement, l'entité était un meilleur mari que je ne l'avais jamais été. Elle écoutait vraiment quand Élise parlait, lui offrait des fleurs sans raison particulière, la surprenait avec de petites attentions que je n'avais jamais pensé à avoir. Mes amis trouvaient que j'avais mûri, que j'étais devenu plus profond. Au bureau, mes collègues appréciaient ma nouvelle sérénité. Mais moi, le vrai Henri, je dépérissais dans l'ombre de cette usurpation. Confiné dans mon bureau comme un fantôme dans sa propre demeure, je ne mangeais plus, ne dormais plus. Mon reflet dans le miroir devenait de plus en plus flou, translucide. Je comprenais ce qui se passait. L'entité ne m'avait pas tué. Elle m'absorbait lentement. J'étais en train de devenir ce qu'elle avait été. Une ombre, un écho, un résidu d'existence condamné à errer dans les limbes de sa propre vie. L'histoire se répétait avec une précision macabre.
Auguste Delacroix avait subi le même sort en 1847, Charles en 1823, François en 1892. Combien de générations avant eux? Combien de Delacroix avaient alimenté cette créature qui prenait racine dans les cryptes maudites de notre demeure familiale? Les enregistrements me montraient désormais des scènes impossibles. Dans la cave, l'entité recevait d'autres visiteurs nocturnes, des formes floues, des silhouettes d'hommes et de femmes en vêtements d'époque. Tous portaient le visage des Delacroix, les traits caractéristiques de notre lignée maudite, transmis de génération en génération. Auguste était là, vêtu de sa redingote du XIXe siècle, le visage émacié par les tourments de l'internement. Charles portait encore son uniforme de garde nationale, celui qu'il avait sur le dos lors de sa mystérieuse disparition. François, dans son costume de bourgeois fin de siècle, gardait cette expression de terreur qui avait marqué ses derniers jours. D'autres encore, plus anciens, dont les noms s'étaient perdus dans les brumes du temps, des Delacroix du XVIIIe siècle, peut-être même du XVIIe, tous réunis dans cette assemblée de damnés qui avait précédé ma chute. Ils formaient une cour des ombres, une hiérarchie spectrale dont l'entité était le souverain incontesté. L'entité présidait cette assemblée macabre avec l'arrogance d'un roi des morts. Elle avait pris ma place dans le monde des vivants, me reléguant dans celui des spectres. Chaque nuit, elle descendait dans la cave pour se nourrir de l'énergie de ses prédécesseurs, puisant dans notre essence collective pour maintenir sa mascarade. Puis elle remontait jouer son rôle de Henri Delacroix avec une perfection croissante. Elle apprenait de mes souvenirs, s'imprégnait de ma personnalité, devenait moi plus parfaitement que je ne l'avais jamais été. Mes défauts disparaissaient peu à peu, mes névroses s'estompaient, mes petites manies s'effaçaient. Seule restait une version idéalisée de Henri Delacroix. Élise ne remarqua jamais rien. Comment l'aurait-elle pu? L'entité connaissait tous mes souvenirs, toutes mes habitudes, tous mes secrets. Elle était devenue moi, au point que parfois, en la regardant sur les moniteurs, je me demandais si ce n'était pas moi qui étais devenu fou, si ce n'était pas moi qui m'étais transformé en fantôme de ma propre existence. Au bout de 6 mois, je n'étais plus qu'une ombre tremblante devant les écrans de surveillance. Mon corps se dématérialisait progressivement, perdant sa consistance comme un polaroid qui s'efface. Mes mains ne parvenaient plus à tenir les objets. Ma voix n'était plus qu'un murmure que personne ne pouvait entendre. Bientôt, je rejoindrai Auguste et les autres dans leur éternelle veillée souterraine. L'entité avait gagné, comme elle gagnait depuis des générations. La lignée des Delacroix lui appartenait, et nous n'étions que les maillons successifs d'une chaîne forgée dans les cryptes oubliées du vieux Paris. Mais dans mes derniers instants de lucidité, je compris quelque chose d'essentiel. Les caméras, les enregistrements, c'était ma vengeance involontaire, mon ultime acte de résistance. Chaque nuit, le système captait les véritables activités de l'entité. Un jour, quelqu'un te découvrirait ces fichiers. Peut-être mon fils, quand il hériterait de la maison et de ses secrets. Peut-être un futur propriétaire, intrigué par les équipements de surveillance d'un locataire précédent. Peut-être un technicien venu réparer le système et tombant par hasard sur ces archives impossibles. Les preuves étaient là.
gravés dans la mémoire électronique avec une précision implacable. L'entité pouvait voler nos corps, nos vies, nos identités, mais elle ne pouvait pas effacer les témoignages de ces crimes. Chaque apparition, chaque sourire glacé, chaque moment de substitution était documenté dans les archives numériques. Dans un ultime effort, mobilisant les dernières bribes de ma volonté qui s'effritaient, je programmais l'envoi automatique des enregistrements. Dans exactement 1 an, si personne ne réinitialisait le système, tous les fichiers seraient transmis automatiquement à une liste de destinataires que j'établis avec soin. La police, les médias, les historiens spécialisés, les parapsychologues. L'entité aurait beau parfaire son déguisement d'Henri Delacroix, elle ne pourrait empêcher la vérité d'éclater. Quelque part dans les serveurs de sauvegarde automatique, dans les clouds invisibles du monde numérique, l'impossible était archivé avec une précision chirurgicale. Ma conscience s'éteignit lentement, comme une bougie qui se consume dans le vent. Mes dernières pensées furent pour Élise, qui vivait avec un imposteur sans le savoir, et pour tous les futurs de la Croix, qui hériteraient de cette malédiction familiale. L'entité était patiente, immortelle. Elle attendrait le bon moment pour recommencer son manège avec la génération suivante. Mais désormais, elle avait un ennemi qu'elle n'avait pas prévu, la technologie moderne. Les caméras de surveillance continuaient leur veille silencieuse, accumulant les preuves minute par minute, documentant l'impossible avec une froideur mécanique. Un jour, quelqu'un visionnerait ces enregistrements et découvrirait ce que la caméra de ma cave avait filmé. Une vérité qui défie toute explication rationnelle, mais qui n'en demeure pas moins terriblement réelle. Une vérité qui dort dans les disques durs et les serveurs cloud, attendant patiemment d'être découverte. Une vérité qui prouvera, une fois pour toutes, que certains mystères ne peuvent être résolus, seulement transmis. L'entité qui porte maintenant mon nom ignore qu'elle a été démasquée par ses yeux électroniques qui ne clignent jamais. Elle joue son rôle d'époux et de citoyen modèle avec une perfection qui trompe même les plus proches. Mais chaque nuit, à 3h17 précises, les caméras la trahissent. Elle capture ses véritables activités, ses réunions avec les ombres du passé, ses préparatifs pour la prochaine substitution. Car l'entité ne se contente plus de la lignée de la Croix. Elle a des projets plus vastes, des ambitions qui dépassent notre famille maudite. Sur les derniers enregistrements, avant que ma conscience ne sombre définitivement, je l'ai vue accueillir de nouveaux visiteurs dans les cryptes. Des voisins, des amis, des collègues. Tous portaient ce même sourire glacé qui témoigne de la réussite de la substitution. L'épidémie de double commence à se répandre dans le quartier du 16e arrondissement, bientôt dans la ville, puis dans le pays tout entier. L'entité qui fut Auguste, puis Henri, puis tant d'autres, orchestre une invasion silencieuse. Elle remplace l'humanité une personne à la fois, créant un monde de parfaites imitations dénuées d'âme. Mais les caméras continuent de tourner, quelque part dans les serveurs de sauvegarde, dans les archives numériques qui survivront bien au-delà des générations humaines. La vérité attend d'être découverte. Ces images impossibles, ces témoignages de l'incroyable, constituent le dernier espoir de l'humanité authentique. Quand quelqu'un aura enfin le courage de regarder vraiment
ce que la technologie a capturé. Quand les algorithmes de reconnaissance faciale détecteront les anomalies dans les mouvements de ces doubles parfaits, quand l'intelligence artificielle analysera les patterns impossibles de ces substitutions, alors la résistance pourra enfin commencer. En attendant, l'entité qui fut moi continue sa mascarade. Elle embrasse Élise chaque matin, travaille consciencieusement, paie ses impôts, sourit à ses voisins. Personne ne soupçonne que Henri Delacroix n'existe plus depuis longtemps, remplacé par quelque chose d'antérieur à l'humanité elle-même. Seules les caméras savent, seules les caméras se souviennent, et dans l'obscurité des caves parisiennes, elles continuent de filmer l'impossible, accumulant les preuves d'une apocalypse qui a déjà commencé. L'horloge numérique des enregistrements continue d'égrener les secondes, 3h17, 3h18, 3h19. Le temps passe, inexorable, mais l'entité demeure. Et quelque part, dans les circuits électroniques, dans la mémoire des machines qui ne mentent jamais, la vérité attend son heure. Ce que la caméra de ma cave a filmé défie toute explication, mais c'est aussi, peut-être, la seule preuve qu'il nous reste que nous avons existé, que nous étions humains, que nous méritions d'être sauvés. Les fichiers sont programmés pour s'envoyer dans exactement 243 jours, à moins que quelqu'un ne découvre leur existence avant cette échéance, à moins que quelqu'un n'ait le courage de regarder la vérité en face. En attendant, les caméras continuent de tourner et l'entité continue de sourire.